Salut les gars, je m'appelle Adrien Boer, je suis psychologue, psychothérapeute et je voulais vous faire une série de vidéos sur les stratégies relationnelles pour essayer de réfléchir un petit peu à comment se positionner dans les relations qui se passent bien mais aussi dans les relations qui se passent mal. Et pour cette première vidéo, je voulais définir ce qu'est la communication à l'aide du modèle de communication linéaire de Claude Shannon et Warren Weaver. Donc d'après ce modèle, la communication nécessite un expéditeur et un récepteur, que ce soit un expéditeur et un récepteur humain, cellulaire, ou quels que soient les acteurs de la communication. Les caractéristiques communes de ces deux acteurs, c'est qu'ils peuvent tenter la communication avec leur propre subjectivité et suivant leurs croyances de base, l'état dans lequel ils sont pendant qu'ils communiquent, suivant plein de paramètres qui leur sont propres, ils peuvent biaiser la communication et l'échange d'informations. Ensuite, on a le message en lui-même. Le message, il peut être plus ou moins qualitatif, il peut être plus ou moins efficace à transmettre l'information qu'on veut transmettre. Notamment, un message peut être très clair, très direct, ou alors flou, ou tourné autour du pot, ou mal construit, sans les formes, sans rituel, sans politesse. Les rituels notamment sont importants. Par exemple, dans le livre Les nourritures affectives de Boris Cyrulnik, il donne l'exemple des rituels chez les chiens, qui quand ils se rencontrent, ils se tournent autour, se reniflent, etc. Et ça leur sert à annuler l'agressivité. Et si un des deux chiens est tenu en laisse, il explique que c'est là où ils vont s'aboyer dessus, essayer de s'attaquer, parce qu'ils sont entravés dans leur capacité à faire les rituels, et puis c'est là où ils s'attaquent. Et il fait le parallèle avec les relations humaines, où avec les inconnus, on va y mettre vraiment les formes, bonjour monsieur, s'il vous plaît, etc., tenir la porte, alors qu'avec les gens de qui on est très proche, à force de répéter la relation, etc., on ne prend plus la peine de faire les rituels. Et au lieu de dire est-ce que tu peux me passer le sel s'il te plaît, on va dire passe-moi le sel. Et c'est là où sans ces rituels, on va peut-être en arriver à des conflits, à des altercations, etc. Donc on peut en conclure que malheureusement, on prend plus de peine à rentrer en relation avec les inconnus qu'avec les personnes de qui on est le plus proche. Alors ensuite, il y a le canal de transmission. Donc là, ça peut être de multiples canaux, le canal verbal, visuel, même le canal par les ondes radio, enfin vraiment on peut imaginer plein de canaux de transmission. Les cellules, elles ont un canal électrochimique, etc. Ce canal, il peut être parasité. Un exemple tout simple de parasite, c'est que vous êtes en boîte de nuit, la musique est forte, il y a du bruit, vous essayez de parler avec votre pote et il ne comprend rien. Voilà. Et enfin, il y a le retour d'informations. Donc de temps en temps, pour que la communication se passe bien, c'est pas mal que le récepteur puisse expliquer, faire un petit résumé à l'expéditeur de ce qu'il a compris pour être sûr que la communication est bien passée. Alors, au niveau des canaux de communication, au niveau de la relation interpersonnelle avec les autres, quand on parle, il y a le canal verbal, donc c'est les mots, le discours, les mots qu'on choisit, etc. Ensuite, le canal paraverbal, c'est ce qui teinte le verbal. Donc on a le ton de la voix, la prosodie, donc la prosodie c'est la musique de la parole, la vitesse de parole, si on parle vite ou lentement. On sait que les gens qui sont très sûrs d'eux ou les gens qui ont envie d'être charismatiques, ils ont tendance à parler plus lentement. Quelqu'un qui est nerveux, il va parler très vite, comme ça. Il y a aussi le volume de la voix. On a tendance à interpréter que quelqu'un qui parle avec un volume très bas, il pourrait peut-être passer pour quelqu'un d'introverti ou timide, alors que quelqu'un qui est sûr de lui, il va parler plus fort. Après, ça dépend aussi du contexte, parce que si on est face à quelqu'un qui ne nous écoute pas quand on parle, on peut essayer de parler très bas pour le forcer à se taire et à nous écouter. Et il y a les modulations de la voix, de la parole, donc tout ça c'est le paraverbal. Ensuite on a le canal non-verbal. Ça c'est intéressant, c'est ce qui s'ajoute au verbal et au paraverbal. Donc on a le langage corporel, l'apparence physique, l'expression faciale, l'attitude, la posture.
Donc l'attitude et la posture, c'est très bien expliqué dans le livre de Jordan Peterson, 12 règles pour une vie, c'est le premier chapitre qui parle des homards. Il explique que chez les homards, il y a une structure très très ancienne qu'on retrouve aussi chez nous et qui permet aux homards de se positionner dans la hiérarchie sociale. Et chez l'être humain, cette structure, elle est là aussi, elle a la même fonction. Et quand on est bas dans la hiérarchie sociale, on va être mal à l'aise, on va être dans une position de soumission, on va être recroquevillé. Et le fait d'être recroquevillé, ça va stimuler une sécrétion de cortisol, c'est l'hormone du stress. Et puis ça fait un peu cercle vicieux. Plus on est recroquevillé, plus on est stressé, plus on est soumis, plus on est bas dans l'échelle sociale, plus on va se recroqueviller. Alors qu'au contraire, si on se tient droit, les épaules en arrière, qu'on prend de la place, qu'on est à l'aise, là on va plutôt faire de la sérotonine. Donc la sérotonine, c'est ce qu'on va chercher à stimuler avec un antidépresseur, donc c'est vraiment l'hormone du bien-être, l'hormone qui nous met à l'aise, quoi. Enfin c'est pas une hormone, c'est un neurotransmetteur qui nous met à l'aise. Et du coup, là de nouveau, cercle vertueux, plus on va utiliser une position de pouvoir, comme ça, une position où on est bien, plus on va se sentir dominant, plus on va faire de sérotonine, plus on va être à l'aise, plus on va pouvoir occuper sa place dans les hautes places sociales dans la hiérarchie sociale. Donc un petit conseil, c'est le même que Jordan Peterson, tenez-vous droit, surtout si vous devez passer un entretien d'embauche ou l'examen du permis de conduire ou des choses comme ça où vous êtes stressé, tenez-vous droit et juste le fait de vous tenir droit, ça va changer votre biologie interne. Ensuite, l'apparence physique. Donc là, j'ai mis une grenouille avec des couleurs vives. Donc le fait d'avoir des couleurs vives chez les animaux, c'est ce qu'on appelle l'aposémantisme. L'aposémantisme sert à annoncer la dangerosité de l'animal. Ainsi, les animaux dangereux vont avoir plutôt des couleurs rouges, jaunes, vives, ça peut aussi être du bleu, du orange comme cette grenouille. Et c'est pour ça que les abeilles et les guêpes sont rayées noir et jaune, le jaune indiquant qu'elles sont empoisonnées. Donc quand on voit ça, c'est de l'information, c'est de la communication, on ne va pas aller les embêter, on ne va pas aller les toucher, les approcher. Il y avait une étude dont je n'ai pas pu chercher la source, je viens d'y penser, j'avais entendu parler de cette étude où ils avaient regardé les résultats d'équipes de sport suivant la couleur des maillots, et ils avaient vu que les équipes avec des maillots rouges gagnaient significativement plus que les autres. Et ils mettaient ça en lien avec le fait que le rouge, ça a créé une réaction de menace chez l'équipe adverse qui du coup jouait moins bien. Il faudrait que je cherche ça. Ensuite, par rapport à l'aposémantisme, on peut avoir simplement des gens qui, suivant leur look, vont envoyer des informations, suivant la couleur des cheveux, suivant comment je vais m'habiller en banquier, en voyou, en rasta, en gothique, etc. J'envoie des informations à l'autre et c'est une forme de communication. On ne peut pas ne pas communiquer. C'est, il me semble, Paul Václavic qui dit ça. On ne peut pas ne pas communiquer. Même ne rien dire, c'est communiquer quelque chose. C'est communiquer le fait qu'on ne veut pas entrer en relation. Donc voilà, même les habits communiquent. Ensuite, on a le contact visuel. Suivant si on va regarder quelqu'un beaucoup dans les yeux ou pas, ça peut indiquer plusieurs choses. Si on croise un homme dans la rue et qu'on le regarde dans les yeux, il peut sentir une certaine hostilité dans ce regard, et puis ça peut mener à une altercation. Si on est avec son amoureuse, on va la regarder dans les yeux, et puis ça indique une intimité. Donc le regard, ça indique des choses. Ensuite, par rapport au contact visuel, il y a aussi un certain rythme dans la communication. C'est un peu ritualisé. On sait que les gens qui parlent, ils ont tendance à regarder 50% du temps l'interlocuteur et puis 50% du temps ailleurs à peu près. Et puis en parlant, ils regardent la moitié du temps pour vérifier si l'autre suit. Alors que la personne qui écoute, elle a tendance à vraiment plus regarder l'autre dans les yeux pour être vraiment attentive à ce qu'il dit. Et après, voilà, celui qui parle a des moments pour créer un effet, il peut regarder dans les yeux quelqu'un quand il dit quelque chose d'important, etc. Mais s'il passe toute la communication à parler comme ça en regardant dans les yeux, ça fait un peu bizarre. Donc c'est pour ça que quand on parle, on a tendance à détourner le regard de temps en temps.
Ensuite, il y a la proxémie, le fait d'être plus ou moins proche de quelqu'un. Donc ça dépend un peu de la culture. Il y a des cultures où on va être plus proche en parlant que d'autres, et puis certaines personnes se rapprochent tout le temps en nous parlant, et puis on a tendance à reculer parce qu'on n'est pas habitué. Certaines personnes nous parlent de loin. Ça dépend un peu de notre espace péripersonnel, dans lequel l'espace vis-à-vis duquel on est à l'aise quand les autres sont en dehors, et puis l'espace qui quand les gens rentrent dans notre espace, du coup on se sent un peu oppressé. Donc la proxémie aussi, ça peut indiquer une certaine intimité, parce qu'on va se rapprocher plus aussi des gens de qui on est intime que des gens qu'on ne connaît pas. Ensuite, il y a les signes et les symboles dans la communication. Donc super, monter, descendre, rouler, etc. Ce sont tous des signes, des signaux visuels qui ont un sens, qui amènent des éléments de communication. Et enfin, il y a les phéromones. Les phéromones, ce sont ces petites molécules qu'on sécrète par la peau, les odeurs, etc., qui permettent d'indiquer des choses chez l'autre. C'est quelque chose de très primitif, très animal. Et pour illustrer ça, il y avait cette étude de Miller, Tibur et Jordan de 2007, qui est assez originale, parce qu'en fait, elle s'est intéressée au comportement des clients de bars à striptease. Et ils ont essayé de mettre en corrélation les pourboires des clients avec le taux d'œstradiol des femmes, donc les œstrogènes, etc. Donc ils ont vu que vraiment les pourboires étaient corrélés avec le taux d'œstradiol. Plus la femme se rapprochait de l'ovulation, plus le taux d'œstradiol montait et plus elle était disposée à faire un enfant, et plus les hommes étaient intéressés par cette femme, donc ils donnaient plus de pourboires. Et ensuite, quand ça redescendait, le taux d'œstradiol descendait, les femmes étaient plus disposées à faire des enfants, à se reproduire, et puis là, les pourboires descendaient. Donc inconsciemment, les hommes pouvaient sentir la disponibilité reproductrice des stripteaseuses, et puis donner plus de pourboires à celles qui étaient les plus disposées, et puis du coup qui leur plaisaient le plus. Et ce qui est drôle, c'est que chez les stripteaseuses qui prenaient la pilule, où c'était plat, où l'œstradiol ne variait pas, les pourboires ne variaient pas non plus. Donc voilà, pour les canaux de communication. Donc je vous laisse avec ça pour l'instant, et puis je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos. Merci, bye.